Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Encore une demi-heure pour se plonger au cœur d'un livre fascinant, La pieuvre de Téhéran. C'est signé Emmanuel Razavi. Bonjour. Nous recevoir. Mais avec grand plaisir. Et Jean-Marie Montali. Bonjour, merci. Vous êtes l'auteur La pieuvre de Téhéran, enquête sur les réseaux d'espionnage et d'influence de l'Iran en France et dans le monde. C'est aux éditions du Cerf. Et on était en train d'en discuter à l'instant. Et vous me disiez, mais pardonnez-moi de vous reprendre, mais quand vous parliez de l'entrisme des frères musulmans, pour parfaitement comprendre la pieuvre de Téhéran, en réalité, ce sont les mêmes phénomènes. Et avant qu'on rentre quand même dans le détail, une question, parce que c'est une enquête qui est précise, documentée. D'emblée dans le livre, vous expliquez à quel point les rendez-vous avec chacune de vos sources, c'était précieux, mais c'était risqué, parce que c'était au péril de leur vie. Comment germe l'idée d'enquêter sur quelque chose qui, on va dire, spontanément, ne nous saute pas aux yeux? Alors, il y a une réalité, c'est que depuis des années, Jean-Marie comme moi, on connaît très bien le Moyen-Orient, puisqu'on s'y rend beaucoup dans le cadre de notre travail, on est grand reporter, vous l'avez rappelé. Et si vous voulez, il y a une question qui se posait depuis des années, c'est pourquoi ce que nous pouvions en fait constater, ce que nous pouvions voir sur le terrain, finalement, n'était absolument pas raconté par des universitaires, par des chercheurs en fait en France. Donc c'est l'influence iranienne. Alors bien sûr pour une partie, alors pas tous évidemment, vous avez des très très grands chercheurs en fait de l'Iran en France, je pense à Clément Terme notamment, mais vous avez une partie des chercheurs qui ont travaillé notamment en fait en Iran souvent, si vous voulez, qui diffusaient un discours complaisant pour le moins avec la République islamique d'Iran, parfois avec ses proxys. Je rappelle ce que sont les proxys, c'est-à-dire des organisations terroristes comme le Hamas, le FPLP, les faisant passer, si vous voulez, pour des organisations de résistance, alors qu'elles sont sur la liste des organisations terroristes de l'Europe. Et évidemment, à un moment donné, si vous voulez, a germé l'idée de faire en fait cette enquête pour essayer de comprendre comment il pouvait y avoir une telle différence entre ce que nous, journalistes de terrain, ont raconté et ce que d'autres, si vous voulez, sur des plateaux de télévision ou dans des conférences universitaires, racontaient, les deux choses n'allant absolument pas dans le même sens. C'est comme ça qu'a émergé l'idée de ce projet. Et forcément, on en parle aussi, et votre livre a un timing un peu tragique d'une certaine manière, parce que, en tout cas, une partie du Quai d'Orsay semble se rappeler qu'on a toujours deux otages en Iran, que sont Cécile Coller et Jacques Paris, ainsi qu'un touriste français, Lénard Monterlos, dont la disparition a été jugée inquiétante. Mais sur ces influences iraniennes un peu dans la sphère publique, vous expliquez très bien dans le livre, Jean-Marie Montali, qu'il y a aussi eu un regain phénoménal au moment des attaques du 7 octobre contre Israël en 7 octobre 2023. Oui, alors le 7 octobre 2023, le monde entier était stupéfait par la violence de l'attaque, par la barbarie de l'attaque, et on était tous muets de stupeur et de frayeur par ce qui s'était passé. Et très rapidement, la République islamique d'Iran qui a dit non, moi je n'ai rien à voir avec ça, alors que effectivement, nous on démontre le contraire dans le livre. Très rapidement, la République islamique d'Iran a commencé à changer le discours en présentant le Hamas comme une organisation non pas terroriste, mais une organisation de résistance, et se félicitant même de ce qui s'était passé. Et vous rappelez, ce qui s'est passé ici à ce micro de Jean-Jacques Bourdin avec Daniel Obono, qui en effet qualifiait le Hamas de mouvement de résistance et qui ne voulait pas le qualifier de mouvement terroriste. Et d'autres d'ailleurs, pas qu'elle. Rima Hassan, par exemple, etc. Et c'est un discours qu'on a retrouvé très rapidement dans les universités à Sciences Po, où ce groupe terroriste est devenu un mouvement de résistance. Donc il y a une imprégnation des esprits. On parle beaucoup des influenceurs et des espions dans le livre, mais finalement l'influence est tellement bien faite qu'il y a une imprégnation des esprits. Comment expliquer aujourd'hui que dans une manifestation pro-palestinienne, un influenceur distribue des drapeaux de la République islamique d'Iran, et qu'on voit de jeunes étudiants qui sont en train donc de brandir et de faire flotter au vent ces drapeaux qui représentent tout ce qu'on devrait combattre. Et notamment eux qui se prétendent être de gauche. C'est un peu de gauche, au nom de la liberté, etc. Et donc ils sont en train de brandir le drapeau qui représente finalement tout ce qu'on devrait combattre, c'est-à-dire l'oppression, la répression des minorités, quelles qu'elles soient, etc. Et on ne peut pas, et j'aimerais vraiment là qu'on rentre au cœur de votre livre, et pour comprendre à quel point peut-être les relais, outre ailleurs dans le monde, en Europe, arrivent avec une telle facilité en France, on ne peut pas comprendre tout ce que vous nous racontez dans le livre sans s'intéresser quand même au parcours de l'ayatollah, le fameux guide suprême Khomeini. Est-ce que chacun d'entre vous, en quelques mots, pouvait nous croquer un peu ce personnage? Parce que c'est vrai qu'on voit cet homme barbu, habillé de noir, le guide suprême avec des propos souvent menaçants à la télévision, mais on n'a pas du tout l'idée de sa formation. Vous racontez un peu adorateur d'Hitler quand même, avec une véritable influence des frères musulmans, menteur, et on développera ensuite son passage en France, qui ne fut pas anecdotique. Alors il faut remonter très clairement en fait, à la fin des années 30, début des années 40, vous l'avez rappelé, en fait, l'ayatollah Khomeini. Il faut savoir qu'il y a une radio allemande à Téhéran à cette époque. Khomeini nous raconte des gens en fait qui l'ont côtoyé
de très près, donc écoute avec beaucoup d'admiration les discours d'Adolf Hitler qui sont relayés en fait retransmis sur cette radio allemande en Iran. Mais quelques années plus tard, Khomeini en fait a pour mentor un homme qui s'appelle Nawab Safavi. Ce Nawab Safavi, il est le chef d'une organisation terroriste islamiste chiite, et il est lui-même admiratif des frères musulmans égyptiens, vous voyez, qui sont pourtant sunnites. Et en fait, il va s'inspirer, si vous voulez, de l'islamisme tel qu'il est prôné en fait par les frères musulmans, notamment par un de leurs théoriciens qui s'appelle Sayyid Qutb. Et en fait, il va enseigner en fait les bases fréristes, si vous voulez, la théologie, si l'on peut dire entre guillemets en fait frériste, à l'ayatollah Khomeini, qui va s'en inspirer pour créer sa future république islamique. Et c'est important de l'entendre parce qu'en Iran, tout le monde le sait, enfin moi j'ai toujours entendu ça depuis que j'étais petit, là nous on le raconte de façon documentée, historique, journalistique, mais tout le monde sait en Iran que l'ayatollah Khomeini, lorsqu'il crée la république islamique d'Iran, il s'inspire de l'organisation des frères musulmans égyptiens. Quand vous regardez les institutions, par exemple iraniennes, on se rend compte de qu'elles sont quasiment calquées sur les celles des frères musulmans. Jean-Marie Montali aussi sur le parcours du guide suprême qu'on connaît, enfin du soi-disant guide suprême, comme disait Trump, qu'on connaît assez mal en réalité en France. Alors il y a le parcours, mais je crois qu'on ne peut pas dissocier le parcours de l'époque, puisqu'on est dans les années 70. Il arrive en France fin 78, début 79, et cette période vibre encore en France de mai 68. Et on a besoin, l'intelligentsia, on a besoin de héros, on a besoin de révolutionnaires. Les armes se sont tuées au Vietnam, les révolutionnaires qu'on a soutenus, notamment à gauche, ont montré que finalement leur révolution menait nulle part. C'est vrai à Cuba, c'est vrai en Chine, c'est vrai avec Castro, c'est vrai avec Mao. Et donc voilà d'un seul coup qu'arrive un nouveau révolutionnaire. Alors il n'a pas un béret sur la tête, mais il a un turban. Et voilà qu'il parle d'anticolonialisme, d'anti-impérialisme. Et ça nous séduit. C'est quelque chose qui séduit l'intelligentsia. Et il est très rapidement soutenu. Alors il reçoit Neaufle-le-Château. Faut imaginer, on a un personnage quasi biblique, quasi messianique, qui parle doctement, qui parle calmement, qui parle de paix, qui parle d'amour, qui dit exactement le contraire de ce qu'il va dire 2 mois plus tard, mais surtout de ce qu'il a dit des années plus tôt dans ses écrits, notamment dans la conquête des territoires non musulmans, qu'il faut absolument lire parce que tout est dit. Et donc il séduit cette intelligentsia. Alors on voit Sartre qui fait partie d'un comité de soutien, Michel Foucault. On va en parler dans quelques instants. Toute l'intelligentsia, vous le disiez, est derrière lui de façon considérable. Et sur les propos, avant qu'on parte en pause, j'aimerais vous lire cette déclaration. Il n'y aura pas d'oppression sous le régime islamique. D'ailleurs, dans le futur gouvernement, les femmes seront complètement libres dans leur éducation et dans tout ce qu'elles feront, tout comme les hommes. Voilà, ça c'est ce qu'il disait quand il était de passage en France, notamment dans une interview cette fois-ci accordée au Guardian. Okay. Parce que à Neaufle-le-Château, il y a la presse française, il y a l'intelligentsia française, il y a les intellectuels, mais il y a toute la presse européenne qui se précipite. Et on l'écoute, on est très séduit parce que le personnage est séduisant, et c'est ce qu'on répète. Mais d'ailleurs, ce discours aujourd'hui est aussi répété. Ce que nous dit la République islamique d'Iran, on le répète aussi maintenant, notamment depuis le 7 octobre, sans vérifier, sans réfléchir. Donc l'influence commence là, et le personnage est très séducteur, et très soutenu aussi par des autorités quasi incontestables comme Michel Foucault. Et ça, on va longuement en parler, vous l'avez parfaitement esquissé. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Foucault et autres institutions comme l'AFP qui font certes leur travail, mais qui viennent recueillir les propos de l'ayatollah. Ça se passe en France en 1978, et c'est le début de l'explication que fournit ce livre concernant la pieuvre de Téhéran, enquête sur les réseaux d'espionnage et d'influence de l'Iran en France et dans le monde. Vous avez le sujet, on revient dans quelques instants pour la suite de cet entretien sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. La suite de cet entretien sur la pieuvre de Téhéran, l'enquête sur les réseaux d'espionnage et d'influence de l'Iran. Évidemment, dans quelques minutes, la question se posera, mais à quel point aujourd'hui cette influence est palpable, pour quels résultats? Mais on était sur, et on l'a sans doute oublié aujourd'hui quand on en parle, sur l'ayatollah Khomeini qui est en France, qui est à Neaufle-le-Château dès 1978, qui reçoit tout le monde. Et c'est vraiment une partie assez fascinante de votre livre. C'est quand vous racontez les entretiens, les rendez-vous avec les Simone de Beauvoir, les Sartre qui valident totalement ça. Et Michel Foucault, qui est une pointure intellectuelle en France, sombre totalement dans la validation du guide. Alors il faut savoir qu'à l'époque, Michel Foucault, donc le philosophe Michel Foucault, parle de l'ayatollah Khomeini en le qualifiant de saint dans un de ses articles. Jean-Paul Sartre fait partie d'un
comité de soutien à l'ayatollah Khomeini. C'est-à-dire que il faut savoir quand même que 10 ans plus tôt, Khomeini a écrit des textes qui sont des textes vraiment dignes. C'est un peu le Mein Kampf islamiste, en fait, ce qu'il a écrit. Jean-Marie l'a rappelé tout à l'heure. Il a notamment écrit un texte qui s'appelle, en fait, la conquête des territoires non musulmans. Il faut savoir que Khomeini est un partisan, en fait, du djihad et du djihad mondial. Il faut bien l'entendre parce qu'en 1979, lorsqu'il prend, en fait, le pouvoir en Iran, qu'il instaure, en fait, la République islamique d'Iran, dans le préambule de la constitution de la République islamique, il fait inscrire que les gardiens de la révolution, notamment, et l'armée en fait nationale iranienne, ont pour devoir de porter le djihad à travers le monde, comme la révolution islamique à travers le monde. Et c'est vraiment important d'entendre ces mots-là, parce que cette convergence, si vous voulez, entre une certaine intelligentsia d'extrême gauche et Khomeini, elle va se faire autour d'un mot-clé, qui est le mot révolution. Exactement ce que vous avez expliqué, Jean-Marie, tout à l'heure, c'est que révolutionnaires d'extrême gauche comme révolutionnaires islamistes ont en commun de vouloir combattre en fait le colonialisme, l'impérialisme. Alors il faut entendre par combattre l'impérialisme ou l'anti-impérialisme, l'anti-occidentalisme. Et évidemment, ils sont anti-sionistes. Sionisme étant un cache-sexe en fait de l'antisémitisme. Donc ils vont se trouver en fait extrêmement facilement autour de ces thématiques. Et puis Jean-Marie l'expliquait très bien, c'est que on est dans une période en fait où cette extrême gauche, elle est un peu orpheline, si vous voulez, comment dire, des révolutionnaires en fait, de grandes figures. Voilà, de grandes figures, effectivement, et Khomeini, comment dire, est tout à fait compatible avec leur vision de ce qu'est en fait la révolution. Mais maintenant qu'on a fait le croquis, Emmanuel Razavi et Jean-Marie Montali, des influences et du personnage, en quelque sorte, qui est le guide suprême actuel en Iran, Khomeini, il y a le cœur de votre bouquin, c'est-à-dire les personnes qui sont chargées de faire la diffusion de cette propagande, qui sont les relais d'influence. Il y a de tout. Il y a des journalistes, il y a des politiques au niveau européen, au niveau mondial. Il y a des profs d'université, et j'aimerais, Jean-Marie Montali, que vous nous racontiez un cas que j'ai adoré. Ça se passe en Suisse. C'est un élève qui est pris dans une école de Lausanne et qu'on va suivre au fur et à mesure. J'aimerais que vous nous la racontiez en détail pour comprendre à quel point parfois l'infiltration peut être vicieuse. Alors, c'est pas n'importe quel élève. C'est un élève brillant, il est doctorant, il est à l'Institut Polytechnique de Lausanne où il fait ses travaux. Il crée même une petite entreprise et il profite de ce statut d'étudiant et de chercheur pour acheter des composants électroniques. Vous savez que l'Iran est sous des sanctions économiques et on ne lui permet pas d'acheter n'importe quoi, n'importe comment. Lui achète des composants électroniques qui pourraient servir peut-être sur votre machine à laver ou sur votre n'importe quelle autre machine. Sauf que ces composants électroniques qu'il envoie en Iran, on les retrouve dans les missiles qui ont frappé les bases américaines. Une chose, si vous le permettez, sur Michel Foucault, je reviens en arrière parce que c'est important et ça nous permet aussi de comprendre peut-être l'influence aujourd'hui, notamment sur les milieux pro-palestiniens. C'était ma prochaine question, donc voilà. Pas de revenir sur Michel Foucault, j'allais vous dire. Et donc, quid de cette influence maintenant en France qu'on a tous les profils? Elle est primordiale parce que quand Khomeini est à Neauphle-le-Château, donc on l'écoute. Et on est complètement aveugle parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à quelques mètres là, dans un hôtel, il y a ses proches qui sont en train de créer une organisation secrète qu'on appelle l'Armée du Peuple, qui deviendra donc les gardiens de la Révolution. Mais ce qui intéresse Michel Foucault, c'est que lui qui s'intéresse au mouvement révolutionnaire, à la mécanique révolutionnaire, a bien compris que le nationalisme palestinien ne soulève pas le monde arabe, l'opinion arabe. Tout le monde s'en fout. Et là, d'un seul coup, il voit dans l'union du nationalisme palestinien et de l'islamisme révolutionnaire chiite iranien, il voit là une formidable mécanique et il pense même que la route de Jérusalem va passer par Téhéran. C'est-à-dire que le nationalisme palestinien va recevoir le renfort de la dynamique islamique qui a beaucoup plus de poids que le discours maoïste et marxiste. Et ça aussi, Khomeini le comprend. Et à partir de là, la cause palestinienne est presque sanctifiée. Khomeini et la République islamique d'Iran deviennent les champions de cette cause-là et financent d'ailleurs tous les proxys. Et donc, comment vous qualifiez, en un mot, on va dire, l'influence ou l'état de l'influence iranienne aujourd'hui en France, avec tous les postes que vous décrivez, le portrait que vous venez de brosser, en un mot, comment elle est en France, dans les médias, dans les universités ? Écoutez, alors d'abord, elle est gigantesque. Ça, c'est une réalité. On s'en est vraiment rendu compte en discutant avec des experts, si vous voulez, du renseignement, avec d'anciens agents infiltrés aussi, parce qu'il faut comprendre que eux nous infiltrent, mais nous avons quand même des services de renseignement. On l'a bien vu avec Israël, avec le Mossad, mais c'est vrai aussi, on interroge longuement en fait deux anciens agents infiltrés au sein des gardiens de la Révolution. Je pense notamment en fait à Mathieu Gadiri qui nous a longuement parlé. Mais si vous voulez, ce que dit Jean-Marie est très important parce que
Cette infiltration des services secrets iraniens, si vous voulez, dans nos universités, auprès en fait de notre diplomatie ou auprès de certains médias, repose encore une fois sur la naïveté, si vous voulez, occidentale, en même temps que sur une certaine complaisance vis-à-vis en fait des causes, de la cause en fait révolutionnaire. C'est vraiment important de l'entendre. D'ailleurs, les services secrets iraniens, on le raconte, très souvent cible en priorité. Alors bien sûr à la marge des gens d'extrême droite, mais beaucoup les associations en fait universitaires d'extrême gauche ou des partis politiques d'extrême gauche. Pourquoi ? Parce qu'ils ont en commun avec les islamistes en fait iraniens justement d'être des mouvements révolutionnaires. Et Emmanuel Razavi et Jean-Marie Montali, je me tourne aussi vers vous parce que il y a un point dans le livre que vous évoquez longuement et qui est directement lié à ce qu'on voit avec notamment la détention encore de Cécile Collère et Jacques Paris en Iran, c'est la diplomatie des otages par ce genre de régime. Vous rappelez l'histoire et les différents attentats qu'ils ont pu mener en France, à quel point notamment sous Valéry Giscard d'Estaing ça a été un outil extraordinaire pour obtenir de l'argent, sortir des programmes, revenir dans les programmes, etc. Comment qualifiez-vous aujourd'hui l'attitude notamment de la diplomatie peut-être française vis-à-vis de l'Iran? On a la sensation non seulement d'une immense naïveté, mais d'une volonté d'agir qui se rapproche quand même beaucoup de la mollesse. Alors je crois qu'il faut commencer par dire qu'on ne peut pas voyager en Iran. Faire du tourisme en Iran, c'est prendre le risque de se retrouver à la prison d'Evin et de servir comme variable d'ajustement dans les négociations diplomatiques. L'Iran est un État voyou et qui prend des otages. Alors la diplomatie et ça plombe la diplomatie française puisque ça nous piège. On ne sait pas comment faire pour sortir nos otages. On les met en danger et les otages d'ailleurs. Enfin, c'est un des voyous. Donc les otages servent de variable d'ajustement. L'Iran prend des otages pour servir comme levier de pression dans les négociations, quand il y a des négociations difficiles, notamment sur le nucléaire, comme levier de pression aussi pour faire libérer certains de ses ressortissants qui ont été emprisonnés en Europe pour espionnage ou pour terrorisme. Et puis, comme c'est un État voyou, comme n'importe quel voyou preneur d'otages, pour des rançons. Il y a des otages américains qui ont été libérés contre quelques centaines de millions de dollars. Sachant que tout ça est documenté, une fois de plus, vous le notez de façon très fine dans votre livre et très précise, l'attitude du Quai d'Orsay, c'est peut-être c'est subjectif, mais à chaque fois que j'entends Jean-Noël Barrot, on voit, si vous voulez, tellement de pincettes qui sont prises, et d'où la comparaison que je fais, qui est peut-être hasardeuse, vous me direz, Emmanuel Razavi, mais est-ce qu'on peut voir la situation actuelle et notre situation vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis de l'Algérie comme étant la même problématique, une frilosité politique, peut-être aussi une naïveté, une peur d'agir. Alors vous avez raison, elle est importante la question que vous posez parce qu'on assiste au même mécanisme tant du côté en fait de la République islamique d'Iran que du côté de l'État algérien. Je m'explique. Vous l'avez rappelé, Cécile Collère, Jacques Paris, peut-être un troisième Français, otage d'État en Iran. Mais aujourd'hui en Algérie, vous avez Boualem Sansal, vous avez l'un de nos confrères depuis quelques jours dont on a appris qu'il était condamné à 5 ans en fait de prison en Algérie. On voit bien que l'Algérie reproduit les mêmes mécanismes vis-à-vis de la France que l'Iran. Alors il n'y a pas de hasard à ça. L'Iran, la République islamique d'Iran et l'Algérie ont des partenariats notamment en fait en matière économique, mais aussi en fait de défense. Je rappelle que depuis quelques mois, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez des officiers de l'armée algérienne qui sont formés au Liban par des cadres en fait du Hezbollah et de la force Al-Quds des gardiens de la révolution islamique. Donc, faut pas du tout s'étonner qu'aujourd'hui on soit face. Il y a un vrai lien. Non, mais il y a un vrai lien. Et puis, je voudrais dire une chose. Tout ça aujourd'hui, vous avez des gens du renseignement qui le savent. Il y a des rapports en fait là-dessus. Il faudra à un moment donné cesser d'être naïf. Ces gens-là exploitent notre faiblesse, notre naïveté diplomatique, qui peut s'expliquer en fait par une chose. Vous parliez de Jean-Noël Barrot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont spécialistes du monde arabe qui conseillent le Quai d'Orsay sur l'Iran. C'est une ineptie en fait sans nom. L'Iran, c'est une psyché politique extrêmement particulière, très complexe. Je suis d'origine iranienne pour les auditeurs qui ne le sauraient pas. Et on n'avance pas, si vous voulez, en étant gentil et naïf avec l'Iran, mais on avance par la force. Ils ne comprennent que ça. Dernière question, Emmanuel Razavi et Jean-Marie Montali. Je sais que c'est compliqué, mais allez, en 10-15 secondes chacun, la question qui est sur toutes les lèvres depuis quelques semaines, c'est est-ce que le régime va tomber? Est-ce qu'il est en passe de tomber, notamment suite aux frappes iraniennes? Dans le livre, on comprend bien qu'il y avait déjà plus qu'une frilosité, une véritable inquiétude du côté du régime qui commençait à resserrer les boulons. Jean-Marie Montali, sur cette question. Ce que je vais vous dire, c'est mon avis et c'est pas une expertise. Je pense que le régime n'a jamais été aussi fragile et qu'il est sur le point de tomber parce qu'il est miné de l'intérieur par une crise économique.
il est miné de l'intérieur par une crise politique. Contrairement à ce qu'on entend dire sur les plateaux de télévision, l'immense majorité de la population ne veut plus de ce régime. Les Iraniens qui sont jeunes, éduqués, ont compris que la République islamique d'Iran allait contre le progrès et l'histoire. Et Emmanuel Razavi, le mot de la fin. Très simple, moyenne d'âge en Iran, c'est 32 ans aujourd'hui. Les moins de 40 ans sont extrêmement éduqués en Iran. Ils commencent à être un peu partout dans les administrations iraniennes. Mécaniquement, ce sont eux qui sont voués à prendre le pouvoir. Et je lisais ce matin une étude qui a été relayée par la Fondapol. Vous avez 81% des Iraniens qui veulent plus de ce régime. Donc la messe est dite, à court ou moyen terme, ce régime tombera. Et pour vraiment se plonger au cœur de cette discussion qu'on vient d'avoir, messieurs, Emmanuel Razavi, Jean-Marie Montali, merci d'avoir été dans ce studio en ma compagnie. La pieuvre de Téhéran, c'est aux éditions du Cerf. Enquête sur les réseaux d'espionnage et d'influence de l'Iran en France et dans le monde. C'était passionnant. Nous, on se retrouve demain, même studio, même heure. Et bien sûr, l'après-midi, vous avez la bonne radio. C'est Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.